Par exemple, les transferts, la posture, la démarche, l'équilibre, le gel de la marche en particulier. Et ce qui est très important, c'est la prévention des chutes. Et en fin de course de la maladie, c'est vraiment prévenir des complications de l'immobilité qui est beaucoup plus présente vers la fin de la maladie, en particulier les plaies de pression et les contractures, et aussi de la douleur. En ce qui concerne l'activité physique, ce qu'on réalise, c'est qu'il y a des études même sur l'activité physique en maladie de Parkinson. Alors ici, c'est une étude qui a été publiée il y a environ 2 ans. Ils ont comparé, en fait, il y avait un groupe placebo. On avait un groupe très actif, un groupe moins actif et un groupe placebo. Et en fait, on a une amélioration environ de 10 des symptômes, de l'ordre de 10 des symptômes après 6 mois. Ça veut dire que, en fait, les symptômes physiques parkinsoniens, la lenteur, la raideur que vous avez, peut s'améliorer dans l'ordre de 10 avec l'activité physique. Si cette étude a par contre étudié le groupe très actif, c'était 4 fois par semaine, environ 80 de la fréquence cardiaque maximale, ce qui veut dire vraiment une grosse partie de l'exercice cardiovasculaire. En fait, la seule limitation et ce qu'on reconnaît chez tout le monde, c'est faire l'activité physique. C'est toujours difficile d'initier notre propre activité physique dans le quotidien, dans la vraie vie. Et c'est des patients qui étaient plus tôt dans leur maladie. Alors, ce qu'il faut faire, c'est suer environ 4 jours par semaine. L'autre chose qui était très intéressant, c'est de prévenir les chutes, donc au milieu de la maladie. Quand on travaille tôt dans la maladie, on améliore la stabilité posturale, ce qui veut dire que quand on marche et on retrouve des dénivellations, des imperfections dans l'environnement où on marche, bien, on peut prévenir les chutes avec l'activité physique. Ça peut être même fait par un autoprogramme à la maison. Et en fait, ça, c'est un des plus grands investissements sur votre maladie en termes d'activité physique, parce que la prévention des chutes est très rentable ici. Quand on parle de la maladie avancée, on parle de maintenir les acquis, augmenter la difficulté, donc augmenter la difficulté de l'activité physique, donc le tapis roulant, les obstacles sur le tapis roulant. Et ça prévient les chutes d'environ de 20 donc une chute sur 5 est prévenue. Puis en fait, ce qui est important à réaliser, c'est que ça prend une chute, ça prend juste une chute pour se fracturer une hanche et perdre notre mobilité. Donc, prévenir une chute sur 5, c'est peut-être pas beaucoup en termes de chiffres, mais c'est quand même beaucoup pour un patient individuel. Ça augmente aussi la vitesse de marche. Certaines activités physiques ici, dans cette étude, c'était un tapis roulant avec obstacles virtuels qui nous ont montré que ça diminue les chutes. En fait, les bienfaits de l'activité physique sont aussi de l'ordre non moteur. Donc, comme vous le savez, la maladie de Parkinson n'est pas juste une maladie qui implique la motricité. Il y a beaucoup de symptômes qui ne sont pas liés à la motricité en tant que telle, mais qui est lié à un manque de dopamine, c'est un neurotransmetteur extrêmement important dans votre système nerveux dans la maladie de Parkinson. Et en fait, il y en a environ 4 où l'activité physique améliore, en particulier la constipation. En combinaison avec l'alimentation, les fibres, les pré et les probiotiques et les médicaments, l'activité physique augmente la fréquence des selles. L'autre chose, le sommeil et la fatigue. En fait, si vous faites de l'activité physique, ça améliore en fait la durée totale du sommeil d'environ 20 à 30 minutes par nuit et ça diminue ce qu'on appelle la latence, donc le temps avant de s'endormir diminue assez rapidement.
Et en combinaison avec une hygiène de vie et les médicaments au besoin, en fait, l'activité physique peut être un outil très utile pour le sommeil des patients parkinsoniens. Autre chose, on remarque que l'activité physique améliore l'humeur chez les patients. Plusieurs mécanismes d'action sont suggérés. En particulier, on parle de socialiser, être avec un groupe, mais juste l'activité physique en soi améliore la perspective envers la maladie, son estime de soi et la perspective du rôle social dans cette étude qui a été publiée. Puis c'est bien sûr en combinaison avec un traitement usuel au besoin. Puis finalement, en termes de symptômes non moteurs, les études sur l'activité physique cardiovasculaire, la danse-thérapie et la musique-thérapie, on remarque une amélioration mineure des tests cognitifs et un petit peu sur l'attention. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va améliorer grandement la cognition, mais il y a un effet qui est présent, mais non significatif. Alors, qu'est-ce qu'il y en est de ralentir la progression de la maladie? Et en fait, ça, c'est le saint graal de la maladie de Parkinson, outre la guérison complète, mais essayer de trouver quelque chose qui ralentit la maladie, qui prévient la détérioration motrice et non motrice. En fait, malheureusement, les études sont moins robustes. Donc, on parle beaucoup de petites souris et petites souris parkinsoniennes pour essayer de voir si les patients ou les petites souris ne progressent pas dans leur maladie. C'est loin d'un être humain, mais c'est quand même, ça nous donne des indices sur l'être humain. On parle aussi de l'activité physique qui augmente cette protéine qui s'appelle le BDNF, qui est une molécule de plasticité neuronale qui est produite dans notre cerveau, qui aide les neurones à reprendre un petit peu les connexions du cerveau dans un cerveau lésé. On remarque aussi que l'activité physique augmente le volume cérébral chez les humains, avec ou sans maladie neurodégénérative. Et dans certaines études, ça prévient la démence et donc diminue le risque de démence en maladie de Parkinson. Donc, en fait, l'activité physique est importante pour la santé neurologique, mais elle n'est pas spécifiquement, on ne remarque pas un ralentissement de la maladie spécifique à la maladie de Parkinson. Et en fait, quelles sortes d'activités physiques ont été étudiées? En fait, toutes. Faites ce que vous aimez. Et ça, c'est ce que j'aime dire aux patients, à mes patients. Prenez quelque chose que vous aimez faire, que ce soit de la danse, que ce soit du tai chi, que ce soit de la marche rapide, du vélo stationnaire. Faites-le et faites-le encore et fréquemment. Donc, trouvez quelque chose que vous aimez. Trouvez quelque chose qui vous fait suer et que vous pouvez faire 3 à 4 fois par semaine. Alors, pour certains symptômes qu'on essaie d'améliorer, on remarque que l'activité de renforcement musculaire pour la prévention des chutes est utile, puis améliorer la mobilité générale, bon, la danse, le tai chi, la boxe, tout ça a été étudié et on remarque quand même une amélioration des symptômes chez les patients. Je veux dire aussi, ce n'est pas quelque chose qui est dangereux. Donc, c'est quand on compare ça à des médicaments ou d'autres choses qui comportent bien sûr des risques, le rapport bénéfice au risque, le bénéfice est là et le risque est très faible quand on parle d'activité physique. Et ça a été repris par les recommandations officielles canadiennes qui ont été publiées l'année dernière, il y a un an, où on dit de référer les patients vers des physiothérapeutes ayant une expertise en maladie de Parkinson. Ça, c'est important parce que tous les physiothérapeutes ne sont pas égaux. Si vous allez voir quelqu'un qui travaille sur l'orthopédie, peut-être que ce n'est pas très utile en termes de réadaptation. Et on parle plus de personnes qui connaissent comment faire la réadaptation chez les Parkinsoniens. L'activité physique aide aussi les symptômes non moteurs et les recommandations ne vont pas nécessairement plus loin là-dedans. Et on parle de l'adoption précoce d'un programme d'exercice régulier et bénéfique.
Et en 2020, c'est la dernière partie de la présentation, on parle de COVID-19 et de maladie de Parkinson et l'activité physique en lien avec ceci. Juste une diapositive pour dire que la COVID-19 chez les Parkinsoniens, en fait, c'est mortel. Ça détériore en général toute personne avec une maladie neurodégénérative globalement. Plusieurs mécanismes possibles et en particulier, ce qu'on voit, c'est cette confusion transitoire lors de l'infection qui dure des semaines et des semaines. Et ça s'appelle un délirium. Elles sont très difficiles à traiter et le plus loin dans la maladie que vous êtes, le plus difficile c'est à traiter. Il y a des effets directs de l'infection sur le cerveau de la maladie de Parkinson et les effets indirects comme les effets du confinement sur les symptômes de la maladie. Quand on parle d'effets directs, on remarque une augmentation d'environ 20 à 30 les symptômes de la maladie nécessitant une augmentation de la médication. On parle de délirium, comme je vous ai dit, plus sévère, des pneumonies plus sévères. Et en fait, chez les Parkinsoniens, dans l'étude italienne qui a été publiée, c'est environ 6 à 20 de détérioration clinique ou de mortalité. Et cela dépend des autres comorbidités médicales. On parle d'effets indirects, isolement, suspension d'activité de groupe, peur de sortir et de socialiser, et tout ça ont un impact sur votre vécu comme un patient Parkinson. Et donc, avec l'activité physique, le problème, c'est le confinement, l'isolement social, les arrêts de groupe de soutien, puis le retrait de ces services communautaires au profit des soins hospitaliers et de CHSLD. Et on vit ça complètement, moi comme médecin et mes patients aussi. Et c'est quoi les solutions? Ben, briser l'isolement, bien sûr, faire des appels, des vidéochats, la téléréadaptation qui se fait en des groupes du public, services sociaux et aussi en privé, tels que Neuromotrix, et des marches extérieures, intérieures, vélo stationnaire. J'ai des personnes qui font de la danse en ligne à la maison, en groupe Zoom. Donc, en fait, ce qu'il faut réaliser, c'est que dans le monde de 2020, on parle beaucoup de ces trois plateformes et bien sûr d'autres, Zoom, Teams, React, comme solution. Et donc, l'activité physique améliore les symptômes moteurs de la maladie de Parkinson, améliore la vitesse de la marche, l'équilibre, le nombre de chutes. L'activité physique améliore les symptômes non moteurs de la maladie de Parkinson, la concentration, le sommeil, la fatigue, l'humeur et la cognition. Et l'activité physique et cardiovasculaire, mais aussi le renforcement musculaire sont des outils. Et la pandémie COVID-19, bien sûr, accentue les barrières à l'activité physique pour les Parkinsoniens, mais des solutions novatrices existent. Alors, je vous remercie. Merci beaucoup, Dr. Lévy. Alors, à ce moment-ci de la présentation, je vais inviter Mme Catherine Lavigne-Pelletier, kinésiologue spécialisée en maladies neurodégénératives de chez Neuromotrix, à prendre la parole. Alors, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je reconnais certaines personnes qui se connectent pour certains entraînements, justement, via la plateforme de Parkinson Québec ou même dans les groupes Neuromotrix. Alors, j'en profite pour vous saluer et de vous remercier d'être parmi nous et saluer les autres, peut-être que je ne connais pas encore. Je vais partager mon écran. J'ai préparé un petit PowerPoint aussi pour qu'on puisse jaser, en fait, cet après-midi. Dr. Lévy l'a bien fait de mentionner tous les bienfaits que l'activité physique peut avoir sur votre santé en général. Il y a sûrement des proches aidants aussi qui sont là. L'exercice physique, c'est bon pour tout le monde, dans le fond, puis c'est ça qu'on voulait vous lancer comme message aujourd'hui. Et c'est pas parce qu'on a la maladie de Parkinson ou une autre condition de santé qu'on devrait se passer des bienfaits dans le fond de ça. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi. Ben pourquoi? Je ne pense pas avoir le pourquoi à cette réponse-là, mais on va regarder ensemble au niveau de la population quel pourcentage des gens suivent les recommandations en activité physique.
Et là, je ne suis pas là pour vous faire peur, c'est surtout pour vous conscientiser sur le fait qu'il n'y a pas assez de personnes qui bougent. Alors, ce qu'on sait, c'est que plus on vieillit, c'est sûr qu'on voit très bien que les gens sont moins actifs et ne suivent pas les recommandations qui sont émises, dont Dr. Lévy vous a parlé, mais que je vais aussi peut-être renforcer plus loin dans ma présentation. Alors, on a des gens d'à peu près tous les âges qui sont connectés, mais vous pouvez constater que plus ça va, malheureusement, c'est les données de Statistique Canada qu'on a reçues, mais on n'a pas les données pour les 80 ans et plus, mais on peut présumer que en vieillissant, ce serait dans la branche d'âge de 80 ans et plus, on peut supposer que le pourcentage serait encore plus faible. Alors, c'est simplement pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Et ça m'amène à vous parler un peu des barrières. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on ne bouge pas? Et ici, j'ai nommé des barrières qui sont répertoriées là, dans la littérature de ce qu'on entend. Et nous, excusez-moi, madame, c'est qu'on n'a pas l'écran. Vous ne voyez pas mon écran. Un instant, on modifie tout ça. Share screen, ça marche? Est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Attendez. Ça marche très bien. Ça marchait bien? Maintenant, on voit ton là, on écran. voit, juste démarre ta présentation, Catherine. OK, attendez. Excusez-moi. Hein? Vous avez bien fait voilà. de... OK, bien, je vais juste vous montrer mon petit tableau avant que ça... C'était le pourcentage, parce que je ne les ai pas nommés en pensant que vous les voyez, tout simplement. Donc, voilà. Alors, le pourcentage de... Attendez, oui, tout le monde est bon. Donc, le pourcentage qui diminue avec l'âge, là, c'est ici sur mon tableau que vous voyez. Je pense que là, je ne le repartirai pas, mais dans la branche d'âge de 60 à 79 ans, les gens qui suivent les recommandations sont à 12 %. Et on peut présumer que ça diminue avec l'autre branche d'âge. Alors, voilà. Alors, j'arrive à mes barrières. Donc, simplement pour vous montrer un peu des exemples de ce qu'on entend, puis des raisons pour lesquelles les gens vont passer par-dessus leur abonnement au gym, des fois, ou simplement leurs activités qui étaient prévues. Alors, on cite souvent le manque de temps. J'ai pas le temps, je suis trop occupée. J'ai pas assez d'énergie pour ça. J'ai pas de motivation. Puis ça, on va en parler plus tard. Ça coûte trop cher, j'ai rien chez nous pour faire de l'exercice, j'ai une maladie, j'ai des symptômes, j'ai ci, j'ai ça, j'ai mal quelque part. Bref, je pourrais continuer longtemps, mais ça, c'est les plus populaires. Et on mentionne beaucoup, des fois, c'est de dire, les gens vont dire, je suis pas bon là-dedans, moi, je suis pas bonne pour faire de l'exercice, j'ai jamais fait de sport, j'ai peur de tomber ou de me blesser. Et on a aussi une liste sur ma diapo suivante. En fait, c'est les raisons qui sont évoquées plus spécifiquement chez les gens qui ont la maladie de Parkinson. Donc, on parle, et le premier, je le trouve hyper intéressant, c'est que les gens ont de faibles attentes par rapport aux bienfaits, à savoir si l'exercice va vraiment servir à quelque chose. Alors, je pense que Dr. Lévy l'a bien mentionné. L'importance de faire l'activité physique, c'est bon pour vous, c'est bon pour tout le monde, mais il faut y croire. Puis ce qu'il a dit, je pense qu'on peut le croire, c'est vrai. Et les effets que vous allez avoir, ils sont importants. Puis c'est pour ça que peut-être ça devrait être une façon de dire, je ne peux pas mettre cette barrière-là, de dire, moi, j'ai la maladie de Parkinson, je ne le ferai pas, ou j'ai telle autre maladie. Il faut y croire, puis il faut se donner des outils pour y arriver. Je vous en donnerai plus tard. Il y en a qui vont mentionner l'inconfort physique, le manque de temps, ça revient tout le temps. La santé qui ne le permet pas, ou je suis trop avancée dans ma maladie, ou des choses comme ça. L'état qui est plus dépressif, donc on sait que les gens vont souvent aussi avoir des symptômes de dépression, le climat qui n'est pas favorable ou la peur de tomber. Alors, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui se retrouvent un peu dans ces barrières-là. Ce que je veux vous dire, ce n'est pas de vous faire peur, c'est juste de vous faire prendre conscience des raisons, des fois, qui font en sorte qu'on ne fait pas d'activité physique alors qu'on devrait en faire. Ça m'amène à vous dire que, faire de l'activité physique, évidemment, il faut se lever, il faut prendre action, il faut bouger. Et malheureusement, le corps humain étant ce qu'il est,
c'est beaucoup plus facile de passer 3 heures en ligne devant la télévision que d'aller marcher ou de faire un effort physique. Donc, c'est ce petit graphique, ben, pas un graphique, là, mais cette petite image-là, on la trouve bien bonne parce qu'on remarque que la file d'attente pour aller faire un changement d'habitude de vie, ben, ça prend un engagement certain. Il y en a qui chercheraient comme plus la pilule miracle, là, si on veut, mais elle n'existe pas. Par contre, avec l'activité physique, ben, on a tout plein de bienfaits et il ne faut pas s'en passer, en fait. Moi, je dis toujours qu'il faut voir l'activité physique comme un médicament. En fait, c'est une recommandation parce qu'il y a tellement de bienfaits à ça. Dr. Lévy a mentionné tout ce qui était propre à, surtout, en fait, à ce qui était en lien avec la maladie de Parkinson. Mais il faut savoir que l'activité physique, ça peut prévenir aussi tout plein d'autres maladies ou symptômes qui pourraient arriver plus tard ou des problèmes qui vont arriver en vieillissant. Alors, par exemple, comme des problèmes d'ostéoporose, d'hypertension, de diabète, même certains cancers, l'activité physique permet de diminuer nos risques d'avoir ces problèmes-là, même les maladies cardiovasculaires, des douleurs. Bref, c'est important de le prendre un peu dans cette voie-là et non comme quelque chose, faire d'activité physique, si on le prend comme quelque chose de bien banal, mais on passe à côté de plein d'autres bienfaits. Et en plus de ça, j'aime dire que l'activité physique, si on le prend comme un médicament auquel il y a des effets secondaires, mais des effets secondaires qui sont super positifs. Dr. Lévy, on les a mentionnés tantôt, justement au fait de ce qu'on ressent ou de ce qu'on va vivre plus au-delà du fait qu'on peut éliminer certains risques de maladies. On va ressentir plus d'énergie, on va avoir moins de douleur, un meilleur sommeil, il l'a bien expliqué, une meilleure humeur, meilleure cognition. Donc, tout ça fait en sorte que ça devrait être des éléments qui sont tellement positifs et qu'on a envie de vivre. Le matin, quand on se lève, on a envie de ressentir ces éléments-là, de dire hey, il semble que j'ai mieux dormi que d'habitude, je ressens un regain d'énergie, je me sens bien. Ce sentiment-là qu'on a une fois qu'on a fait notre entraînement, notre activité physique, eh bien, on a tout intérêt à le ressentir et je vous recommande fortement, gênez-vous pas. Alors, il n'est jamais trop tard pour passer à l'action. Okay? Peu importe votre âge, peu importe votre état de santé aujourd'hui, ou peu importe vos capacités physiques, que vous soyez super en forme, moins en forme, que vous ayez une aide technique à la marche ou pas, l'idée, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Gardez ça en tête, c'est super important parce que des fois, il y a des idées préconçues par rapport à l'activité physique. Puis, il ne faut pas que vous ayez en tête que ça servira à rien. C'est faux. Tantôt, on mentionnait, le Dr. Lévy a mentionné les problèmes de chute, comment on peut prévenir ça. Bien, c'est à ça qu'on doit penser des fois. Même si on n'est pas rendu là, bien, c'est de dire ce que je fais aujourd'hui va me servir demain, après-demain, et ainsi de suite, jusqu'à la fin de mes jours. Donc, il faut en profiter. Avant d'y aller, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus parce que j'ai bien aimé la diapo de Dr. Lévy qui dit « Il faut suer 4 fois par semaine ». Donc, je pense que ça a été un bon résumé de ce que vous devez retenir parce que l'activité physique, ce n'est pas nécessairement d'aller jouer une game de hockey comme vous faisiez dans le temps quand vous aviez 25 ans. Ça ne veut pas nécessairement dire ça. Toutefois, oui, c'est important d'avoir chaud, de transpirer et de ressentir un certain effort. Parfois, les gens m'appellent et disent « Ben, moi, je suis déjà très actif. Écoute, je marche tous les jours, je fais des petits exercices d'étirement, puis, tu sais, moi, ça va, c'est réglé, l'activité physique, tout est beau. » Et à cela, moi, je vais rajouter « Ben, bravo, c'est bien de marcher, c'est bien de faire des exercices d'étirement, mais est-ce que vous avez chaud? Quand vous prenez votre marche, est-ce que vous ressentez un certain effort? Est-ce que vous sentez votre cœur bat plus vite que de l'habitude? Et est-ce que vous avez sué? » Bon, ça a l'air bête comme question, mais l'idée derrière ça, c'est de dire pour aller bénéficier des effets de l'activité physique, il faut aller rechercher une certaine intensité. Donc, peut-être que pour certaines personnes, d'aller rechercher cette intensité-là, ça va être juste de marcher un 15 minutes, puis juste le fait de se lever et de marcher, ils vont avoir chaud puis ils vont suer. Mais peut-être que pour d'autres personnes qui ont l'habitude de marcher tous les jours,
ça va être important choisir une activité qui va les rendre plus essoufflés. Peut-être que ça sera par le jogging ou la course, mais peut-être que ça serait aussi par faire un sport ou par faire des exercices de renforcement en intervalle qui amènent une élévation de la fréquence cardiaque. Donc, ici, vous voyez dans ce tableau-ci que par semaine, on devrait bouger en moyenne 150 minutes d'activité physique de manière plus intense, d'intensité moyenne à élevée. On devrait inclure à ça 2 fois par semaine des exercices de renforcement, donc pour aller augmenter un peu notre force et notre endurance dans nos muscles. Et si vous avez 64 ans et plus, dans les recommandations qui sont sorties dernièrement, on vous ajoute à tout ça, parce que ça, c'est les recommandations pour tout le monde. Ce n'est pas juste pour les gens qui ont la maladie de Parkinson. Tout le monde devrait s'en tenir à ça. On doit ajouter des exercices d'équilibre et des activités d'intensité plus légères. Alors là, je le sais, on vous dit ça, ça a l'air bien beau sur une belle affiche, on voit des gens qui s'entraînent, mais je le sais que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Fait que je vais vous donner des trucs, puis ce que je vous suggère de retenir là-dedans, c'est de penser un peu au nombre de temps que vous passez assis dans une journée ou couché. OK? Donc, essayez de vous faire une petite introspection, à savoir, bon, aujourd'hui, là, il est déjà 2h30 ou presque, on écoute une conférence en position assise plus souvent qu'autrement. Qu'est-ce que je vais faire après? Qu'est-ce que j'ai fait avant aujourd'hui dans ma journée? J'ai fait du ménage? Est-ce que je suis sortie dehors? Est-ce que je suis allée marcher? Est-ce que j'ai fait des exercices ce matin? Tout ça, vous devez vous poser cette question-là. Puis si, jusqu'à aujourd'hui, à la fin de la conférence, si vous n'avez encore rien fait en position debout, bien déjà, vous avez passé probablement trop de temps en position qu'on dit plus sédentaire, là, donc à faire des activités où vous êtes plus assis ou couché. Donc, faites juste y penser. Peut-être qu'il y en a qui vont s'en vouloir, peut-être qu'ils vont se dire « Hey, bravo, j'ai fait mon effort physique aujourd'hui », mais c'est juste pour que vous puissiez un peu réfléchir à ça pour que je puisse vous donner quelques trucs pour la suite des choses. Alors, il n'y a pas de recette miracle, puis l'activité que vous allez choisir, c'est sûrement la meilleure parce que c'est vous qui allez prendre la décision, mais c'est important de commencer progressivement. Fait que si, pour vous, entreprendre des exercices physiques, des activités, puis tout ça, ça fait déjà partie de votre quotidien, je vais vous inviter à essayer de voir si les recommandations qu'on a citées tantôt, si vous êtes en mesure de les respecter. Sinon, peut-être s'ajouter une couple de défis ici et là dans votre semaine. Mais sinon, allez-y, s'il vous plaît, un 10 minutes à la fois. Donc, on parle de 150 minutes d'activité physique où on veut suer, bouger, transpirer. Demain matin, dites-vous pas, OK, go, on y va avec 150 minutes. On s'entend, OK? Allez-y étape par étape. Choisissez des objectifs qui vont être réalistes. Donc, premièrement, on y va progressivement avec des objectifs qui sont réalistes. Si déjà pour vous, faire le tour du bloc, c'est exigeant, ça prend 5 minutes à le faire, continuez comme ça, on va viser de faire 2 tours du bloc dans une semaine ou 2 pour essayer d'augmenter la durée de votre marche. Fait que c'est comme ça qu'il faut y aller et non pas OK, à partir de demain, j'y vais avec mes 150 minutes, let's go, je m'inscris. Il faut y aller un peu modérément. Dr. Lévy l'a dit tantôt, choisissez des choses qui vous procurent un certain plaisir. Dans le sens que si vous haïssez le yoga ou le tai chi, ben, je veux bien vous encourager à en faire parce que c'est bien, vous allez en retirer des bienfaits. Si ça ne vous intéresse pas, choisissez autre chose. Il y a plein d'activités possibles qui sont disponibles. Puis maintenant, par vidéoconférence, c'est encore plus facile. Pas besoin de sortir de chez nous. On se connecte, on peut avoir accès à des exercices, des activités en ligne. Donc, ce n'est pas le choix qui manque. Il suffit d'essayer, de vous laisser tenter. Des fois, on se dit, la boxe, j'ai jamais essayé ça, c'est pas pour moi. Mais essayez-le donc. Allez voir de quoi ça a l'air, puis faites-le pour voir. Vous pourriez être surpris à quel point c'est intéressant. Donc, des fois, c'est aussi de le faire en groupe ou avec des amis. Des fois, juste de dire à quelqu'un, « Hey, bon, là, c'est sûr que dans un contexte de pandémie, on respecte les mesures sanitaires, s'il vous plaît, mais quand on est dans un groupe, par exemple, par vidéoconférence, bien, c'est le fun, on va aller voir notre monde, on va revoir nos amis ou des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Ça permet aussi de se dire, « Hey, est-ce que tu es là demain à 11h?
oui, OK, moi aussi, je vais être là, ça crée un engagement à quelque chose, donc ça devient aussi un peu motivant. Donc, c'est important d'adapter l'intensité, la durée, la fréquence de l'activité physique que vous allez choisir de faire, toujours en respectant un environnement qui va être propice à ce que vous allez faire. Donc, il faut mettre les outils de notre côté. Si vous entraînez chez vous, bien, écartez les bureaux, les meubles qui sont proches de vous, faites-vous un petit espace qui va vous permettre de bouger suffisamment et pas besoin d'acheter des poids et haltères et du matériel qui coûte super cher. Hein? Des fois, avec un simple sac qu'on peut remplir avec quelques objets pour augmenter le poids, des boîtes, des cannes de conserve, des bouteilles d'eau qu'on va remplir d'eau ou de riz, ça va créer un poids. Puis des fois, juste ça, ça va être suffisant pour démarrer. Donc, ça, c'est des petits trucs que je vous donne aujourd'hui. Et le plus important, que moi, je trouve qui fonctionne super bien, c'est de prendre votre activité physique ou peu importe ce que vous aurez choisi de faire, que ce soit une marche, du vélo stationnaire, de l'inscrire à votre agenda. Un peu comme votre rendez-vous chez le neurologue. On ne manque pas son rendez-vous chez le neurologue. Hein? On a besoin d'un changement de prescription ou on veut aller valider nos symptômes. On va l'avoir à notre agenda, puis peu importe ce qui arrive, on va s'y rendre. Fait que c'est un peu la même chose avec l'activité physique. Dans le fond, on veut le rendre aussi important que n'importe quoi d'autre. C'est un rendez-vous avec vous-même, mais il est super important. Alors, on ne peut pas le manquer. On essaie de mettre tous les outils derrière pour ne pas manquer ça. Alors, voici quelques outils. Il y en a qui sont bons pour certaines personnes, il y en a qui préfèrent d'autres méthodes, mais je vous en nomme. En tout cas, je vous en propose quelques-uns, puis je serais intéressée de voir qui adhère déjà à ce genre d'outils et qui aime ou n'aime pas. Donc, vous pourriez, par exemple, à partir d'aujourd'hui, si ce n'est pas déjà fait, signer comme un contrat d'engagement envers vous-même ou envers un proche. Je le fais pour mes petits-enfants, je le fais pour mes enfants, je le fais pour moi, de trouver une raison pour laquelle vous allez le faire, de vous engager dans quelque chose, puis dans le deuxième point, j'ai mis afficher son journal d'activité à la vue. C'est pas pour se vanter de quoi que ce soit, mais si vous dites à tout le monde que le mardi et le jeudi, vous faites des exercices par vidéoconférence, puis que le vendredi, vous allez prendre une marche d'1 heure et que, bon, si vous l'avez affiché quelque part, il y a comme un petit sentiment d'obligation à le faire parce que ça peut être mon conjoint ou la conjointe de quelqu'un qui va dire, tu es allé prendre ta marche finalement aujourd'hui, tu avais dit que tu marchais 1 heure, aujourd'hui tu l'as-tu fait? Le petit sentiment d'engagement, il peut être là. Aussi, on a tout plein d'applications de motivation qui sont disponibles, soit sur vos ordinateurs, sur vos tablettes, même sur les téléphones. Un truc intéressant qui peut motiver un peu à voir à quel point on bouge ou pas dans une journée, c'est les fameux compteurs de pas. Donc, il y en a même qui sont directement sur votre téléphone intelligent. Il y en a qui ont la fameuse montre qui compte les pas, pardon. Mais c'est toujours intéressant de voir à la fin de la journée, je suis rendue à combien de pas aujourd'hui? J'en ai fait combien hier? Et quel objectif je pourrais me donner pour la semaine prochaine? C'est un petit outil très, très, très fun. Sinon, on peut y aller avec le fameux podomètre qu'on met à la hanche ou à la main. Donc, ça peut être un outil qui est quand même assez abordable et qui est intéressant pour se fixer des fois un peu plus de motivation ou des objectifs par rapport à ça. Donc, autre truc, on y va toujours avec des activités stimulantes, agréables. Je l'ai dit tantôt, mais essayez des nouvelles choses. Mettez-vous au défi. On n'a pas besoin d'être bon dans quelque chose pour adhérer à ça. Il suffit de l'essayer puis de se donner la chance de le faire. Puis après, on aime ou on n'aime pas, puis on change si c'est nécessaire. Et dernière chose, c'est correct de s'offrir une récompense. Si on est fier de nous, notre sentiment d'accomplissement, vous allez le voir. Ceux qui sont déjà habitués de s'entraîner, vous devez comprendre ce que je veux dire. Mais sinon, n'ayez pas peur de vous récompenser. De dire, je m'étais fixé comme objectif de faire 4 fois 60 minutes minimalement cette semaine ou de le faire 5 fois 30 minutes, peu importe. C'est correct de s'offrir une récompense. Il y en a qui vont s'offrir un petit dîner triche au restaurant. Il y en a qui ça va être de se commander un petit quelque chose de spécial, un nouveau chandail pour s'entraîner. Peu importe, allez-y avec des outils, des petites récompenses qui pourraient vous plaire. Et pour finir, mon mot de la fin, si je peux dire ça comme ça, ce serait de vous dire
let's go, gang. On y va, maintenant. Puis ça, je vous le dis avec mon cœur. Pour profiter des bienfaits de l'activité physique, il faut s'y mettre. Puis c'est pas nécessairement facile pour tout le monde. Puis il y en a qui vont trouver tout plein d'excuses, mais à partir de maintenant, essayez de le faire. Donnez-vous un objectif pour demain déjà. Attendez pas à la semaine prochaine. Là. Vous allez déjà avoir oublié la moitié de ce qu'on vient de dire. Là. Partez ça maintenant. Choisissez une activité qui vous plaît. Puis mettez donc quelqu'un au défi à côté de vous. Appelez un bon ami, puis embarquez-le dans votre défi pour que ce soit stimulant, mais pour que vous ayez un compte à rendre. Sinon, ben, écrivez-moi, puis dites-moi ce que vous avez fait. Je vais être contente de lire ça. Alors voilà, si... Merci beaucoup, Catherine. Alors, on va poursuivre la présentation avec M. Guy Tremblay, une personne qui vit avec la maladie de Parkinson et qui va nous témoigner de son expérience par rapport aux bienfaits de l'exercice dans sa vie. M. Tremblay. Guy, il faudrait que tu allumes ton micro. Allô? Allô? Vas-y, c'est bon. Ah, excusez-moi. Oui, bon. Alors, donc, j'ai 66 ans et ça fait 13 ans que j'ai été diagnostiqué pour le Parkinson. C'est arrivé le 13 décembre à 13h30. Ça fait 13 ans cette année. Donc, il y a le chiffre 13 qui revient, mais je ne sais pas bon. J'étais parti plus jeune, je faisais beaucoup de natation et j'ai repris cette activité-là. Ça m'a fait beaucoup de bien parce que j'étais aussi capable d'avoir des connaissances à moi, des amis qui pouvaient venir avec moi et qui m'accompagnaient. C'était important pour essayer de... Parce que ce qui est dur là-dedans, c'est de garder la régularité, d'être persévérant, d'y aller semaine après semaine, mois après mois, année après année, parce qu'on est prêt avec ça pour le reste de nos jours, alors aussi bien être en forme. Et donc, la natation, c'est devenu plus difficile à un moment donné, ce qui fait que j'ai choisi, où j'ai été un peu on y va un peu par tâton, on en parle et puis on essaie de trouver. Parce que c'est important de trouver l'endroit qui vous convient. Ça, c'est fondamental pour que vous aimiez l'activité, que vous aimiez les gens et surtout que vous soyez sur la même longueur d'onde en termes de performance, en termes de ce que vous recherchez. Moi, je ne cherche pas à battre de record, je ne cherche pas à baisser mon temps comme quand j'étais plus jeune. Ce que je vise, c'est de justement éviter les chutes, garder une certaine forme. Et l'activité physique régulière me donne cette forme-là, me donne plus de capacité musculaire. Et je suis conscient que, parce que je le vois par la négative, c'est-à-dire que quand j'étais en vacances, l'été, je ne faisais pas trop d'activités, j'étais là, je faisais bronzer, et puis je me reposais, mais j'ai payé pour, c'est que j'ai perdu du tonus à ce moment-là. Malheureusement, avec la maladie, ça se perd très vite. Alors, il faut quand même avoir une régularité. Dans mon cas, c'est 4 heures semaine et c'est placé en haut de la liste de mon agenda. C'est-à-dire que c'est l'activité principale. Quand c'est là, c'est un rendez-vous qui va se tasser. Même des rendez-vous médicaux vont se tasser pour laisser place à l'activité physique. C'est fondamental. Sinon, c'est le début de la fin. On va trouver toutes sortes d'excuses pour ne pas y aller. Et puis, ça va être le déclin. Mais maintenant, avec la régularité, ce que ça amène, c'est il y a quelqu'un à parler d'avertir ses proches. Moi, je le fais. Il me guette à la maison. Ma conjointe qui est là, qui m'interroge à chaque jour là-dessus. Et j'ai mes 2 filles adolescentes qui me suivent aussi de très près, même participent des fois à l'activité avec moi. Alors, ça, c'est un support fondamental pour vous, parce que ça devient comme un travail d'équipe. Et puis, c'est la beauté de la chose. Alors, moi, je termine en vous disant que ce que j'espère, je me croise les doigts, que de maintenir la forme le plus longtemps possible, de maintenir les activités physiques et que la médecine nous découvre la pilule miracle qui va nous guérir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Tremblay. C'est très inspirant. Ça nous donne
en tout cas, l'espoir de continuer à bouger puis de rester avec le plus d'autonomie possible. On est rendu à la période de questions. Donc, je vais vous inviter à ouvrir ou à écrire, dans le chatbot vos questions. J'ai déjà une personne qui posait une question concernant le vélo, qui se demandait combien de temps on devrait faire du vélo pour que ce soit efficace. Peut-être que je peux répondre à cette question-là. Donc, pour répondre à la question, il n'y a pas de réponse précise à ça parce qu'évidemment, tout va dépendre de votre niveau de départ et l'intensité que vous allez y mettre. Alors, si on suit les recommandations, il faudrait en faire 150 minutes par semaine, mais ça dépend de votre point de départ. Si vous dites, bien, j'en ai jamais fait, peut-être que je ne vous donnerai pas l'objectif d'en faire 150 minutes dès demain matin. Toutefois, il faut penser à avoir une certaine progression, peut-être d'y aller avec des intervalles, de commencer, comme je le disais tantôt, peut-être un 10 minutes à la fois. Si vous avez l'habitude de faire du vélo et que c'est votre sport depuis toujours, ben, je pense que vous allez être capable de faire peut-être par bloc de demi-heure assez facilement. Fait qu'il n'y a pas de réponse parfaite là, à cette question-là, j'en suis désolée. C'est vraiment propre à chaque personne. Mais si on se rapporte aux recommandations, on vise le 150 minutes et, comme on l'a dit, on l'a répété, je pense assez pendant la conférence, d'y aller avec l'intensité, vous allez avoir chaud, vous allez suer pendant l'effort. Donc, à retenir, je crois que ce serait la bonne réponse. Merci, Catherine. Est-ce qu'il y aurait une autre personne qui aurait des questions? Si vous n'êtes pas à l'aise à le taper dans la boîte de conversation, vous pouvez ouvrir le micro. Ça se peut que je le referme s'il y en a trop qui ouvrent leur micro en même temps, mais allez-y si quelqu'un souhaite poser une question. Il y a une question ici. Vous connaissez la méthode LSVT, Programme Protocole spécifique pour la maladie de Parkinson. Effectivement, juste pour un petit mot là-dessus, là, le LSVT, c'est le Lee Silverman Voice Technique. C'est une technique d'orthophonie, de travail sur la parole pour pallier à l'hypophonie ou la voix éteinte que les Parkinsoniens ont. À Montréal, il y a donc le problème avec le LSVT, c'est que la formation est brevetée et donc il y a juste quelques orthophonistes qui ont le droit de faire le LSVT, mais c'est disponible à Montréal, puis il y a des orthophonistes qui le font. Si je peux ajouter, Dr. Lévy, par rapport à cette méthode-là, on est déjà en pourparlers avec 2 orthophonistes pour pouvoir proposer dans les mois prochains cette thérapie-là aux gens à travers Parkinson Québec. On vous donnera des nouvelles. Continuez à suivre nos infolettres pour pouvoir connaître là, le moment où ce programme-là pourra être disponible. Wow. Il y a Marie-Christine qui voudrait poser une question. J'ai ouvert votre micro, Marie-Christine, allez-y. Oui, bonjour. Bien, mon message s'adresse pour Catherine en tant que telle. Je suis déjà le cours de marche nordique qui a lieu au parc Michel Chartrand sur la Rive-Sud à Longueuil. Bien, évidemment, avant que la COVID arrive, donc c'était des super cours. Et puis, ce que je tiens à mentionner, c'est que je suis instructeur de Zumba. Mais j'ai une spécialité en Zumba Gold. Et ça, comme tel, ça s'adresse aux gens de 50 ans et plus. Et la différence des cours de Zumba Gold, contrairement aux cours de Zumba régulier, c'est que ce sont des cours où le rythme est plus lent et les mouvements beaucoup plus simples. Donc, pour vous donner un exemple, je me trouve à donner ces cours-là en résidence aux personnes âgées ou aux personnes retraitées. Ces cours-là se donnent même pour les gens qui ont une mobilité réduite et qui sont carrément assis sur une chaise ou en fauteuil roulant. Donc, le message pour Catherine, c'est que je ne sais pas s'il y aurait quelque chose d'intéressant à développer par rapport à ça. Peut-être pour pouvoir offrir justement une activité physique à tous les gens qui sont avec nous aujourd'hui. Parce que Dieu sait que moi, ce qui me tient en vie, c'est l'exercice physique, puis je trouve ça donc
difficile. Depuis que la COVID est arrivée, j'arrive quand même à donner des cours par Zoom en ligne aux gens. Puis je vais vous dire, ça fonctionne vraiment bien. Oui. Donc, autant pour me faire du bien à moi qu'aux gens, si ça pourrait être quelque chose d'intéressant, ben, je pourrais vous inviter à me recontacter par la suite, puis ça me ferait plaisir peut-être de regarder quelque chose de possible ensemble pour mettre un petit peu de soleil dans la journée de tout le monde. Effectivement, bien, merci Marie-Christine pour les commentaires. Je pense que, dans le fond, on pourra en reparler et voir si ce serait possible de l'offrir en ligne aussi. L'important, c'est d'adapter les activités. Puis bien souvent, on a des gens qui vont faire les exercices assis sur une chaise. Puis c'est d'où l'importance, donc tu as mentionné que même si c'est une personne qui est, disons, vraiment plus âgée, la personne va autant en bénéficier, puis ça va faire le même bien dont tu parles. Donc, je pense que oui, tout est faisable. C'est un peu comme quand je disais qu'il n'y avait pas d'âge ou pas de condition physique pour faire quelque chose. Il suffit de l'adapter à son niveau. Et avec tout ce qui existe, tout ce qui est possible de faire, bien, tant qu'à moi, il n'y a pas de limite. C'est juste de trouver qu'est-ce que les gens vont aimer faire et comment on va pouvoir adapter ça à eux. Donc, à suivre, on verra ce que l'avenir nous réserve. Mais effectivement, par vidéoconférence, nous, on est en ligne depuis le 16 mars et ça fonctionne bien, les gens sont contents, on arrive à faire bouger les gens et même que c'est intéressant vu que les gens n'ont pas à se déplacer, ce qu'on a remarqué dans les derniers sondages qu'on a vus, puis on prend les statistiques de qui se connecte quand, on voit que les gens s'entraînent autant qu'avant la pandémie, sinon plus, parce qu'ils ont encore cette accessibilité-là qui est encore plus facile avec le lien. On nous a muté, je pense. OK, excusez. Donc, pour finir le point, c'était juste de dire que vu que c'est tellement accessible, et on pense même que ça va être un service qui va être rendu à plus long terme, même post-pandémie, côté accessibilité, tout le monde y a accès. Donc, voilà. Merci Catherine. Merci Marie-Christine aussi pour la proposition de Zumba. Je vais certainement communiquer avec vous pour voir comment on peut l'offrir. J'ai inscrit à l'écran l'adresse pour aller vous inscrire à tous les cours que Parkinson Québec vous propose. VotrePouvoirdagir.parkinsonquebec.ca. Donc, tous les cours sont gratuits. Il y a une programmation qui est indiquée sur la page, puis vous pouvez choisir les cours qui vous conviennent, que ce soit la danse, la boxe, les activités, les exercices adaptés avec Catherine, etc. Il y en a plusieurs. La programmation évolue là, à travers les saisons. Et vous pouvez aussi sur notre chaîne YouTube déjà voir des vidéos d'exercices et qu'on vous encourage là, à rester motivé. Est-ce qu'il y aurait d'autres personnes qui auraient des questions? J'ai quelqu'un qui me demande, Dr. Lévy, si c'était possible d'avoir les références par rapport à la recherche sur les exercices. Oui, je peux vous mettre dans le chat les quelques références que j'ai mises, mais les diapositives citent les articles, mais oui, je peux vous les envoyer. J'aurais une question. Allez-y. Peut-être pour le docteur Lévy, ou je ne sais pas, ou Madame Lavigne. Est-ce qu'on a des études ou des informations sur l'activité de stretching ou des choses plutôt posturales, en fait, pour les raideurs, les crampes ou les choses comme ça? Catherine, est-ce que tu veux répondre? Moi, j'ai une référence qui me parle pour la rigidité, puis en fait, l'activité, l'étirement, en fait, améliore la rigidité d'un certain, un des sous-catégories ou des sous-composantes de l'UPDRS, de l'échelle utilisée en maladie de Parkinson, elle améliore cette composante. Mais je laisse la parole à Catherine pour parler du pratico-pratique. J'aurais une question. Juste un moment, madame. Juste pour compléter la question, est-ce que Catherine, tu aurais quelque chose à ajouter? Oui, bien, en fait, ce que j'allais juste ajouter, c'est que bien que les études sont assez poussées dernièrement, là,
On commence à en voir de plus en plus, disons, dans les 10 dernières années au niveau de la littérature scientifique. Ce qui est important, ce que je dis souvent, c'est de varier nos exercices. Donc, que ce soit tant pour les étirements, on va aller en procurer certains bienfaits. Si ça se trouve à quelques niveaux pour certains symptômes, oui, peut-être, ça dépend de quoi, mais de varier vos activités, de varier tout ce que vous allez faire pour vraiment aller rechercher au maximum. Ce n'est pas que de faire que des étirements, c'est mauvais, mais vous ne bénéficiez pas de toute la partie, par exemple, cardiovasculaire, si par exemple on n'entraîne pas notre corps à faire des activités avec plus d'intensité. C'est un peu difficile de mettre de l'intensité dans les étirements, à moins qu'on fasse du yoga vraiment de haut niveau, là. Mais bref, il faut varier notre choix. Exactement. Et si je veux renchérir sur la plateforme, il y a aussi cours de yoga et séances de souplesse et d'étirement avec les grands ballets. Il y avait une dame qui avait une question. On va prendre une dernière question. Moi, j'aurais un commentaire. Oh, juste un moment. Allez-y, M. Camille. La question que j'avais, c'est est-ce qu'il y a des recherches qui ont démontré ou qui ont proposé quand on vient pour s'exprimer et que la connexion se fait comme pas à la mémoire? Y a-t-il quelque chose qu'on peut faire pour, oui, faire de l'exercice, là, je l'ai compris, mais y a-t-il d'autres moyens qui pourraient améliorer ça? C'est surtout quand la fatigue commence à se faire sentir en fin de journée, là, que ça arrive. Donc, il y a ce phénomène-là de blocage de la pensée qui arrive fréquemment lors des périodes de fatigue, de difficulté à se concentrer. Et c'est très sensible, pas juste chez les Parkinsoniens, mais chez les personnes avec Alzheimer et chez les personnes qui ont d'autres maladies neurologiques. Il n'y a pas d'activité physique ou d'activité cognitive spécifique à ce phénomène. Je pense que ça va avec le sommeil, l'hygiène de sommeil, améliorer la fatigue, etc., qui fait en sorte que ce problème survient. Mais il n'y a pas d'activité de thérapie de réadaptation qui sont spécifiques à ce phénomène. Merci, Dr. Lévy. J'avais vu M. Normand Ouellette qui avait ouvert son micro. Est-ce que vous aviez une question, M. Ouellette? C'était des commentaires que je voulais faire. Allez-y. Mais sur ce qui a été dit aujourd'hui, moi, personnellement, ça fait 3 ans que j'ai le Parkinson, ça fait 3 ans que je m'entraîne. Quand j'ai su que j'avais le Parkinson, j'ai commencé à m'entraîner pour la boxe. J'ai fait la boxe 2 ans et demi de temps. Avec le virus, ça a fermé, le gym. J'ai continué à la maison, j'ai continué avec YouTube. J'ai trouvé plein de trucs sur YouTube, des entraîneurs pour le Parkinson, pour l'exercice physique en général. J'ai vraiment me suis monté une banque de données intéressante, puis je verrai mes activités tous les jours. Je m'entraîne tout le temps, tous les jours. Sauf que, ce que je trouve... Vous m'entendez, c'est beau? Oui, on vous entend. OK. Je trouve que ce qui m'agane le plus, contrairement à l'exercice qui va nous aider, c'est les pensées négatives, le négatif, la dépression, être fâché, être enragé. C'est tout des sentiments négatifs. Je trouve ça m'affecte beaucoup plus quand j'en ai que je vais faire l'exercice, ça va partir. Tu comprends? Puis le pire ennemi, c'est ça, c'est le négatif, je le dis. Puis, quand on a cité tantôt qu'il fallait aimer ce qu'on faisait, ça, c'est vraiment ça. Puis, ça fait vraiment du bien. Quand je m'entraîne, j'ai comme l'estime de moi, qu'on a dit aussi, c'est vraiment ça. Je le sens beaucoup. Parce que je tremble plus. J'ai aucun tremblement. Je continue à travailler. Je suis un tatoueur. Un tatoueur avec le Parkinson, c'est particulier. Mais j'ai des bons clients qui acceptent mon cas. Puis, je suis vraiment en contrôle de moi. Si je ne vais pas bien, j'appelle mon client, j'annule le rendez-vous, c'est tout, ça va bien. Puis, c'est ça, c'est à peu près ça. Bien, je vous remercie beaucoup de ce partage, M. Ouellette. L'exercice, c'est important. Merci. L'exercice, c'est important. Merci. Alors, c'est ce qui conclut notre rencontre d'aujourd'hui. Ça conclut sur une belle note positive. Je vous encourage à poursuivre vos exercices ou commencer à faire de l'exercice.
Et je vous invite à notre prochain webinaire qui va être annoncé dans notre prochaine infolettre. Merci beaucoup à tout le monde. Bonne fin de journée. Merci à vous trois. À la prochaine. Merci beaucoup. Merci à vous trois. Merci beaucoup. Bonne journée.